Bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Votre parole est rare. On a d'ailleurs beaucoup de sujets à voir avec vous ce matin. Votre regard d'ancien Premier ministre sur l'actualité internationale, bien sûr, l'Iran, les États-Unis. Mais avant cela, parlons un peu de nous, parlons un petit peu de la France. Ce dernier 49.3 ce matin, sans doute pour faire adopter le budget. On en voit le bout, enfin, diront certains. Est-ce que ces mois de discussion, que ce soit au Parlement et en dehors, ça a été à vos yeux une perte de temps ou au contraire peut-être le début d'une forme de culture du compromis en France que vous pourriez saluer ? Cette culture du compromis, elle est nécessaire, surtout quand au terme d'une décision hasardeuse, la dissolution de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité, qu'il faut bien trouver des accords entre des formations politiques qui ne pensent pas nécessairement la même chose, surtout pour parvenir à avoir un budget. Je pense que l'erreur qui a été commise, c'est de prendre la décision, parce que ça avait été demandé par des groupes d'opposition, de ne pas avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution, qui est un article qui avait été mis dans le dispositif constitutionnel pour permettre au parlementarisme rationalisé de fonctionner, c'est-à-dire établir les conditions d'une relation équilibrée entre le gouvernement et le Parlement pour qu'il puisse y avoir, sur des sujets délicats, des décisions de prise. Et je pense que on a perdu trop de temps et la discussion budgétaire a pu apparaître comme une interminable palinodie alors qu'on aurait dû y mettre fin beaucoup plus tôt en ayant recours à l'article 49.3. Et d'ailleurs, on remarque, et c'est la raison pour laquelle ce débat sur l'article 49.3 était absurde, que l'alternative au non-recours au 49.3 était les ordonnances, c'est-à-dire un dispositif dans lequel, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le Parlement n'aurait pas eu du tout à se prononcer sur le contenu du budget. Donc au nom des droits du Parlement, on avait créé les conditions pour que le Parlement soit totalement écarté de ses droits, ce qui est absurde. Le fait quand même qu'il y ait eu des discussions longues a aussi peut-être permis, notamment aux socialistes, d'obtenir un certain nombre de choses. Je pense à la hausse de la prime d'activité notamment. Enfin, c'est aussi ce que ces discussions ont permis. Oui, bien entendu, mais elles auraient pu être plus brèves, compte tenu de l'urgence à laquelle on est confronté, et puis elles auraient surtout, ces discussions, pu ne pas faire totalement l'impasse sur le sujet principal auquel le pays est confronté en matière budgétaire, c'est le caractère abyssal des déficits et l'ampleur des dettes. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a 4 mois, François Bayrou est arrivé l'air grave devant les Français en disant « il faut un budget pour faire des économies ». Et maintenant, nous en sommes à un discours tout à fait différent. Il faut des dépenses pour avoir un budget. Ça veut dire que vous étiez favorable à cet accord de non-censure, on le sait, entre le gouvernement et les socialistes, mais vous dites qu'à la fin, le prix à payer est peut-être trop exorbitant en termes de réduction de, ce que je dis simplement, c'est qu'on est revenu, d'économie. Non, ce que je dis simplement, c'est qu'on est revenu à la 4e République, à des combinaisons entre les partis, c'est-à-dire au pire de ce que peut produire le système de partis dans un contexte où le pays est en train de s'affaisser. Et si l'on a le sens des intérêts du pays, si on est préoccupé de la réalité des problèmes auxquels il est confronté, on doit pouvoir souhaiter que les difficultés soient surmontées et réglées. Et toutes ces discussions entre les partis, qui renvoient encore une fois à une période de notre histoire qu'on croyait à tout jamais révolue, aboutit à quoi ? Aboutit à une dégradation de la situation générale sur le plan politique, à une incapacité à surmonter les difficultés budgétaires. On explique que le déficit sera réduit à la fin de l'année, je l'espère, je le souhaite, bien entendu, mais j'en doute compte tenu de ce qu'est la pente générale dans laquelle on est engagé, et quelle que soit la sensibilité politique que l'on a, si on est soucieux, encore une fois, de l'intérêt du pays et désireux de dire la vérité aux Français, on ne peut pas leur dire autre chose que la difficulté que posera à terme l'ampleur de la dette et des déficits si on ne parvient pas à prendre des décisions qui doivent l'être. Est-ce que c'était vraiment raisonnable dans ce contexte budgétaire de déficit que vous rappelez de revenir sur cette réforme des retraites ? On sait à quel point le système est déséquilibré. Finalement, est-ce que ce n'était pas reculer pour mieux sauter, étant donné ce qui va se passer dans les années à venir ? Là aussi, quelle est la vérité sur la question des retraites ? Il faut la dire aux Français. Lorsque l'État-providence a été conçu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec le Conseil national de la résistance, il y avait à peu près 4 salariés pour 2 retraités. Aujourd'hui, il y a 2 salariés pour 4 retraités. Dans un pays où, comme dans l'ensemble des pays occidentaux et d'Europe,
il y a un allongement de la durée de la vie. Donc, c'est mentir aux Français que de leur dire que ce sujet n'existe pas et qu'il n'est pas nécessaire de le régler, que tout cela est en réalité une vue de l'esprit et que nous pourrons continuer à financer les retraites, et notamment le système de la retraite par répartition auquel on est attaché, sans ne rien faire. Donc, qu'il y ait une suspension d'une réforme parce qu'elle a été adoptée dans des conditions qui ne convenaient pas, qu'il y avait dans cette réforme des éléments d'injustice, peut se concevoir. Mais dans ce cas-là, il faut expliquer par quelle réforme on la remplace. Si on suspend cette réforme sans expliquer la manière dont on réglera la question des retraites à terme, on ment aux Français, on crée les conditions d'une fragilisation de ce à quoi nous tenons le plus, c'est-à-dire le système de solidarité et le maintien des grands principes de l'État-providence. Et si on est de surcroît de gauche, on ne peut pas souhaiter que l'État-providence soit miné par l'incapacité dans laquelle nous sommes d'en financer les grandes politiques. Précisément, Bernard Cazeneuve, vous êtes un homme de gauche qui, à gauche, aujourd'hui, je parle de la gauche parlementaire, porte l'idée d'une autre réforme des retraites. Je pense pas grand monde. Mais écoutez, moi je suis de gauche, mais je suis un esprit libre. Et je suis absolument désireux, dans le contexte particulier où nous nous trouvons, non pas de faire de la tambouille politique, de faire des petits arrangements par des déclarations qui permettent de séduire ou d'être apprécié de telle ou telle sensibilité ou de telle ou telle partie de l'électorat. Moi, je pense que le devoir d'un responsable politique, si, encore une fois, il a le sens de la nation, c'est de dire la vérité sur les problèmes auxquels le pays est confronté. Et la vérité, c'est qu'on va devoir travailler plus longtemps. Ça veut dire que nous ne pouvons pas régler le problème du déséquilibre des retraites si nous n'allongeons pas à terme la durée de cotisation. Alors ça veut dire que tous ceux... De cotisation, vous dites. Oui, ça veut dire que tous ceux qui ont commencé tôt dans les métiers les plus pénibles doivent pouvoir partir tôt. Et j'ai été, moi, confronté à cela lorsque j'étais député-maire de Cherbourg et qu'il y avait des salariés des constructions navales qui étaient les poumons remplis d'amiante avec une espérance de vie très réduite au sortir de leur activité professionnelle, et ceux dès l'âge de 55-56 ans. Donc ceux qui ont travaillé dans ces conditions-là et d'autres encore qui ont des métiers pénibles doivent pouvoir partir tôt, mais d'autres qui n'ont pas la même pénibilité au travail doivent pouvoir cotiser plus longtemps pour ceux précisément qui doivent partir tôt. Mais est-ce qu'il y a eu, pardonnez-moi, un peu de... Alors je sais que vous avez pris vos distances avec le Parti Socialiste. Non, j'ai pas pris mes distances avec le Parti Socialiste, c'est ma famille politique. Est-ce qu'il y a eu de la démagogie je l'ai quitté pour des raisons qui tiennent à l'alliance que le Parti Socialiste a conclue avec la France Insoumise. Et moi j'ai pris des dispositions, non pas en fonction de la volonté qui était la mienne de ménager mon avenir politique, mais en fonction de ce que sont mes convictions profondes. C'est ainsi que je suis configuré politiquement, je ne louvoie pas, je ne tergiverse pas, et compte tenu de la gravité de la situation à laquelle le pays est confronté, cette clarté d'esprit et de ligne me paraît nécessaire. Oui, mais pardonnez-moi, mais quand je vous écoute, j'ai plus l'impression, d'ailleurs, peut rester au chapitre ancien Premier ministre, mais j'ai plus l'impression d'entendre quasiment un Édouard Philippe que quelqu'un qui est membre du Parti Socialiste. Vous avez tort quand vous m'entendez d'entendre Édouard Philippe, parce qu'Édouard Philippe propose de mettre l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Il l'a évoqué, Je ne propose absolument pas cela. Je pense que ce serait une mauvaise idée. Je pense qu'on peut allonger la durée de cotisation, intégrer le critère de la pénibilité pour faire en sorte qu'on puisse équilibrer les comptes du système de retraite. Et si nous ne le faisons pas, nous prenons le risque de vulnérabiliser la possibilité demain de pouvoir maintenir le système par répartition auquel les Français tiennent. Ne pas dire cela, c'est leur mentir. Un dernier mot, peut-être de bilan sur ce long semestre parlementaire et budgétaire. Est-ce que vous donnez le point, en quelque sorte, à Sébastien Lecornu d'avoir adopté finalement une méthode efficace, puisque dernier 49.3 aujourd'hui, probablement dernière motion de censure en début de semaine, mais le gouvernement ne sera pas renversé. Mais pourquoi voulez-vous que je me mette à faire de l'opposition frontale à l'égard de Sébastien Lecornu, que je connais, dont je connais les qualités, et qui a été nommé dans des conditions extraordinairement très difficiles, après que 2 de ses prédécesseurs avaient été censurés. Et il a été nommé dans un contexte plus difficile que ses prédécesseurs, puisque ses prédécesseurs avaient à 2 reprises échoué à réussir à réunir une majorité autour du budget. Donc, moi, je ne vais pas me mettre à faire de l'opposition stupide, à m'en prendre à un Premier ministre dont je sais qu'il fait ce qu'il peut, et au mieux pour essayer de faire en sorte de ne pas ajouter le chaos institutionnel aux difficultés politiques du moment. Il ne m'a pas reçu, mais il n'avait aucune raison de le faire. Mais nous sommes parlé régulièrement et nous
nous échangeons régulièrement et depuis longtemps. Maintenant, je ne suis pas dans la majorité, je condamne une grande partie des orientations politiques de l'actuel gouvernement et de ceux qui l'ont précédé, et je suis assez sévère quant à la décision prise par le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, car tout le désordre que cela a engendré est le résultat de la décision d'un seul homme. Quand même, est-ce que ce n'est pas malgré tout l'assurance quand on voit le budget adopté un peu difficilement? Vous parliez vous-même d'urgence, mais là, est-ce qu'on n'a pas l'assurance malgré tout qu'il ne va rigoureusement rien se passer jusqu'en mai-juin 2027? Mais de toute façon, il ne peut rien se passer de significatif qui correspondrait à ce dont le pays a besoin, compte tenu de la situation de confusion politique qu'on a contribué à créer, dans laquelle beaucoup d'acteurs, de partis, de responsables politiques semblent se complaire, en escomptant que de cette confusion pourra naître un chemin pour eux-mêmes. Bon, c'est ça la réalité politique à laquelle on est confronté. Et quand je dis que nous sommes revenus à la 4e République, je suis, je pense, optimiste en disant cela, parce que j'ai peur que la République dans laquelle nous sommes désormais engagés, qui n'est plus la 5e, compte tenu du désordre qui désormais domine, ne soit pas non plus la 4e, puisque dans la 4e, il y avait quelques talents, qui d'ailleurs exerçaient des responsabilités. Il y en a quelques-uns, mais ils sont moins nombreux. Et en tous les cas, il me semble beaucoup moins préoccupé de l'intérêt national que ne pouvaient l'être des Pierre Mendès France, des Félix Gaillard ou des François Mitterrand. Vous restez avec nous, Bernard Cazeneuve. On va évoquer les scrutins à venir juste après l'info en 1 minute, 9h moins le quart. Voici Diane Ferchit. Téhéran prévient, l'Iran frappera les bases et les porte-avions américains instantanément en cas d'attaque des États-Unis. Déclaration alors que Washington continue de faire peser la menace d'une intervention militaire. Nous sommes puissants financièrement et militairement, déclare Donald Trump, qui ajoute espérer ne pas devoir frapper l'Iran. Un mois après le drame de Crans-Montana, une 4e personne placée sous instruction pénale. Il s'agit de l'actuel chargé de sécurité incendie de la ville. Il sera entendu la semaine prochaine. Son prédécesseur est lui aussi appelé à comparaître comme prévenu. Les 2 hommes devront expliquer l'absence de contrôle incendie entre 2020 et 2025 au bar Le Constellation. La mère du journaliste sportif Christophe Glaise, emprisonné en Algérie, salue un signe positif. Christophe Glaise va être transféré de la prison de Tizi Ouzou à celle d'Alger. Cela fait 7 mois qu'il est détenu, un transfert qui va faciliter les visites de sa famille et de son avocat. Cet appel du président de la Commission nationale des comptes de campagne, il demande aux candidats aux municipales d'être vigilants face aux ingérences du narcotrafic. Soyez très vigilants, insiste Christian Charpy, sur les aides apportées par des gens que vous ne connaissez pas et sur l'origine des fonds. La campagne pour les municipales débute lundi. France Info. Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Mathilde Siro. Toujours avec Bernard Cazeneuve qui est avec nous, ancien Premier ministre et membre fondateur de la Convention, c'est le nom de votre mouvement. On voulait évoquer avec vous évidemment le scrutin des municipales. Les élections ont lieu maintenant dans 1 mois et demi et donc pour ce qui concerne la gauche, à la différence des élections précédentes, la France Insoumise a décidé cette fois-ci de prendre toute sa part et donc de présenter des candidats dans un certain nombre de villes. On avait compris, au vu de ce qui se passe au Parlement, que cette alliance du nouveau Front populaire n'avait plus lieu, qu'il y avait une rupture entre le Parti socialiste notamment et la France Insoumise. Or, cette semaine, par la voix de Pierre Jouvet, qui est le secrétaire général du PS, on a appris qu'il pourrait y avoir finalement des alliances de second tour entre les candidats du PS et la France Insoumise. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous qui avez justement quitté le PS sur cette question des liens avec la France Insoumise? Bon, d'abord, je vais me déplacer pendant ces élections municipales pour soutenir un certain nombre de candidats de gauche. Mon souhait, c'est que partout où il y a des candidats de gauche sortants ou des candidats de gauche qui affrontent des maires sortants de droite et qui le font dans une limpidité stratégique pour ce qui concerne la relation avec la France Insoumise, un soutien total leur soit apporté. Et donc, mon souhait à moi, c'est qu'il y ait un maximum de maires de gauche, encore une fois dans la clarté quant aux alliances avec LFI, qui puissent être élus. Exemple à Paris, vous allez soutenir Emmanuel Grégoire, par exemple? Je souhaite l'élection d'Emmanuel Grégoire à Paris, comme je souhaite l'élection du maire du Creusot, David Marty, du maire de Cherbourg, Benoît Rivet, dès lors qu'il n'y a pas d'ambiguïté quant à l'alliance avec la France Insoumise. Voilà quelle est ma position. Mais je regrette bien entendu que, alors que
le débat parlementaire dont on vient de parler et qui s'est éternisé avait donné le sentiment que le Parti socialiste avait rompu avec la France insoumise, qu'il y ait encore des responsables du Parti socialiste pour dire qu'il pourrait y avoir, à l'occasion des élections municipales, des accords avec cette organisation dont on a vu les positions sur les questions de politique internationale, le comportement au Parlement sur les questions budgétaires ou les questions de politique nationale, et qui est une formation politique avec laquelle nous ne pouvons pas conclure d'accord compte tenu de ce qu'elle représente, des orientations qu'elle défend, des outrances dont elle est capable, de la violence dont elle a fait montre dans l'hémicycle à l'occasion des débats parlementaires. Je crois que la plus grande clarté doit prévaloir concernant l'alliance avec cette organisation, et je regrette vraiment qu'on n'ait pas encore été au bout de l'exercice. Et il n'y a pas de possibilité pour la gauche de gouvernement de reprendre l'initiative et de jouer un rôle, notamment dans la perspective des élections présidentielles, sans d'une totale clarté quant à la ligne, la stratégie, les buts à atteindre. Il faut être hermétique, c'est ça que vous dites, à la France insoumise ? Je ne dis pas qu'il faille être hermétique, je dis qu'il faut être clair. Il faut essayer de faire en sorte que la domination politique qu'exerce la France insoumise sur la gauche depuis des années cesse, et pour cela, il faut de la clarté, des convictions, de la sincérité, de l'honnêteté intellectuelle et de la lucidité face aux problèmes auxquels le monde est confronté. Et je vais prendre des exemples très concrets. Peut-on s'allier avec un parti, la France insoumise, dont on a vu le comportement plus qu'ambigu, pour ne pas dire complaisant, à l'égard de la Russie, alors que l'on voit le danger que représente le président Poutine, la violence de sa stratégie à l'égard de l'Ukraine pour la sécurité de l'Europe. Peut-on être allié avec un parti qui a du mal à reconnaître, quoi qu'on pense sur les modalités de l'intervention américaine au Venezuela, Maduro comme un dictateur? On considère ici que Emmanuel Macron est un président autoritaire, mais Maduro qui tout tire à balles réelles sur son peuple, lui serait un grand démocrate. On a vu sur la question de l'Iran et sur la question du communautarisme combien ce parti était ambigu. Donc moi je ne souhaite absolument pas que l'on puisse... Sur l'Iran, pardonnez-moi, la France insoumise, on a reçu des responsables ici qui ont été très clairs sur leur volonté de voir la très bien. Chute du régime. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne la lutte contre l'islamisme, ils sont pour le moins ambigus, puisque toute manifestation de fermeté à l'égard du totalitarisme que constituent les théocraties islamistes est considérée comme une manière d'islamophobie. Donc tout cela, quand même, nous éloigne beaucoup de ce parti sur les valeurs, sur les principes, sur la politique internationale. Et lorsque l'on est loin de ceux avec lesquels on veut s'allier, il faut rompre avec eux. Si l'on suit votre raisonnement, et on connaît votre combat, votre positionnement aussi contre le Rassemblement national, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, ces deux forces politiques, le RN d'un côté que vous combattez depuis longtemps, la France insoumise dont vous venez de nous expliquer à quel point pour vous le positionnement était complètement antagoniste à ce que je combats aussi la France insoumise d'abord parce que je combats le RN. Pour moi, l'objectif, c'est de faire en sorte que le pays ne bascule pas entre les mains de l'extrême droite. Et je considère que les mêmes périls, LFI et le RN. Je considère que les positions prises par la France insoumise, l'outrance dont ses leaders ont été capables, et le sectarisme dans lequel cette alliance nous a enfermés, fait fuir un très grand nombre d'électeurs vers le Rassemblement national. Cette alliance et ces outrances sont une véritable machine à fabriquer du vote Rassemblement national. C'est donc parce que l'objectif est de faire en sorte que le pays ne bascule pas vers le Rassemblement national qu'il faut avoir une position très claire à l'égard d'LFI et de l'alliance avec LFI, parce que tout témoigne du fait que cette alliance fabrique du vote Rassemblement national. Alors, expliquez-nous comment une gauche non mélenchoniste, si l'on peut dire, peut se reconstruire. On sait qu'il y a cette primaire à gauche qui se prépare. Elle est annoncée pour le 11 octobre avec Clémentine Autain, François Ruffin, Olivier Faure, dirigeant du PS, mais aussi Marine Tondelier. En quoi est-ce qu'elle serait forcément vouée à l'échec? On sait votre opposition à cette primaire, vous n'y participerez pas. En quoi est-ce que ce serait forcément une mauvaise opération pour la gauche? Bon, d'abord, essayons de revenir à ce qu'est la réalité du monde tel qu'il se présente à nous. Peut-être parlera-t-on des questions internationales, je le souhaite, parce qu'elles me paraissent beaucoup plus importantes que toutes ces combinaisons de partis que nous sommes en train de commenter. Nous savons la situation budgétaire, nous voyons le risque de désindustrialisation, nous voyons le risque de décrochage de l'Europe. Nous savons combien il est difficile en Europe de créer les conditions d'un accord et d'un compromis pour faire en sorte que nous puissions assurer ensemble, les Européens, notre propre sécurité au moment où l'Alliance Atlantique
vacille. Bon, nous voyons tout cela. Et face à ces problèmes, le principal discours de la gauche consisterait à mobiliser toute son énergie pour essayer de désigner des candidats aux primaires, alors que la seule solution pour éviter le Rassemblement national est LFI, mais notamment le Rassemblement national et surtout et d'abord le Rassemblement national, puisqu'il est le parti de ceux qui soutiennent les positions des leaders qui veulent remettre en cause la construction européenne, nos valeurs, notre modèle. Si nous voulons réussir à battre le Rassemblement national, il n'y a qu'une solution, c'est de rassembler l'ensemble des Français par-delà les appareils fatigués autour d'une certaine idée de la France dans laquelle ils se reconnaissent et qui ne leur donne pas envie d'aller voter pour le Rassemblement national. C'est un peu vaporeux. Non, c'est pas vaporeux. Non, c'est pas vaporeux, parce que quand la fin de la 4e République, on s'est trouvé dans une situation d'effondrement budgétaire, de difficultés sur la guerre d'Algérie, d'effondrement institutionnel, de combinaison entre les partis. Il manque de Gaulle, là, peut-être. En tous les cas, il faut qu'il y ait une stratégie de rassemblement de tous les Français autour d'une certaine idée du pays, exprimée avec sincérité par des êtres désintéressés. Il y en a quelques-uns dans le pays qui peuvent constituer cette alliance pour faire en sorte que nous évitions le pire. Vous en faites partie. Et qu'à partir en tous les cas, je prendrai vous en faites partie. En tous les cas, je prendrai ma part pour que cela soit possible. Et moi, je n'appelle pas à des combinaisons entre des appareils fatigués pour faire en sorte que le Rassemblement national soit alimenté en voix. J'appelle à un grand rassemblement des Français autour de lignes claires. Quelles sont ces lignes ? La République fermement. La mise en compatibilité de l'efficacité économique et de la justice sociale, parce que s'il n'y a pas d'efficacité économique, il n'y a rien à répartir, et l'efficacité économique ne suffit pas à faire la justice sociale, l'impasse du ruissellement l'a montré. Il faut lutter contre le réchauffement climatique, mais sans décroissance, et enfin, créer les conditions d'un ordre international différent, d'une construction européenne renforcée, d'un multilatéralisme retrouvé, pour faire en sorte que la paix soit préservée à travers le monde. Voilà les grandes lignes autour desquelles nous devons construire un compromis national. Cette ligne-là, elle situe les messages, elle situe le message au centre-gauche, et c'est autour du centre-gauche que le grand rassemblement des Français doit s'opérer. Donc vous êtes sur la même ligne que François Hollande, qui appelle lui aussi à ce que plusieurs bonnes volontés puissent s'agréger pour faire naître peut-être un chemin... Oui, je pense qu'il faut que ces volontés s'agrègent. Il faut que la ligne soit une ligne progressiste de gauche. C'est la raison pour laquelle j'ai pris des positions extrêmement claires quant à l'alliance avec la France insoumise. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de la gauche et du rassemblement de la gauche pour créer les conditions de la défaite du Rassemblement national. Et moi, ce à quoi j'appelle, c'est pas l'union de la gauche dans sa forme classique. C'est au rassemblement le plus large possible des Français, dans une démarche d'ailleurs inspirée de ce qu'a été le gaullisme à la fin de la 4e République, par un discours qui soit attractif parce qu'il correspond à une certaine idée de la France. Bernard Cazeneuve, il nous reste malheureusement très peu de temps pour aborder la question internationale, même si vous l'avez évoqué en filigrane. Je voulais que vous disiez un mot de ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, les velléités de Donald Trump de s'approprier le Groenland, la réaction d'Emmanuel Macron qui, pour certains, a entraîné un peu les Européens derrière lui. Qu'en avez-vous pensé ? Je pense que le président des États-Unis, qui essaie d'obtenir par tous les moyens, à tout prix, le prix Nobel de la paix, n'est pas un faiseur de paix, c'est un fauteur de troubles. Sur l'Iran, c'est un fauteur de troubles. Nous avions signé un accord conquis de haute lutte par une négociation très, très âpre avec les Iraniens, qui mettait le nucléaire iranien sous le contrôle de l'AIEA au terme d'un accord international. C'est Donald Trump, à l'occasion de son premier mandat, qui a décidé unilatéralement de remettre en cause cet accord, en menaçant de sanctions les pays qui ne quitteraient pas Téhéran dans les heures qui ont suivi sa déclaration unilatérale. Donc c'est lui qui, par sa décision, a créé les conditions d'une reprise du programme iranien qui était sous contrôle, et les pressions qu'il souhaite exercer aujourd'hui sur le gouvernement iranien, nous les exercions par cet accord, nous les exercions dans la durée, nous aurions pu éviter le pire. La France a bien répondu sur le Groenland, pardonnez-moi, c'était ma question. Je pense que c'est pas la réponse de la France. La France a joué son rôle. Et moi, je ne suis pas non plus de ceux, dans un contexte aussi difficile que celui auquel on est confronté, qui ira faire des commentaires sur les lunettes du président de la République ou sur certaines des formules utilisées par lui en anglais. Le président de la République a pris des positions. Ces positions ont contribué
à faire en sorte que les Européens dans leur ensemble unissent leur voix pour tenter de faire reculer Trump, qui a mis un peu d'eau dans son vin, semble-t-il, sur ce sujet. Donc c'est ce qui compte. Et tout cela démontre que la seule stratégie possible à l'égard de Trump, c'est la fermeté dans l'unité la plus grande des Européens, parce que c'est un chef d'État qui ne comprend que le rapport de force. Un grand merci Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Mathilde Siro. Restez sur France Info. France Info Météo avec Vérissure.